Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 14 septembre. Nous parlerons aujourd'hui de la nouvelle exposition du Louvre-Lens, de la commémoration de la rafle des 528 déportés de la région de Lens, de l'inauguration d'une résidence à Liévin, du Forum des métiers de la Défense à Lens, d'une exposition à Givenchy, du canal Seine-Nord, d'émissions locales et de spectacles à Avion, mais aussi de la fête paysanne et des journées du patrimoine. Notre invité du jour nous invitera à nous faire dorloter lors du salon du bien-être de Loison-sous-Lens ce week-end. Et on n'oublie pas notre ami Fred et ses résultats sportifs. Mais juste avant, je rejoins Nathalie pour une nouvelle édition. Bonjour Nathalie, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Valérie, ça va très bien, merci. Alors Nathalie, la ville de Lens a commémoré ce lundi le 75e anniversaire de la déportation de centaines de juifs du bassin minier. Oui, un moment chargé en émotions, Valérie. La ville de Lens ainsi que les représentants juifs de la région ont tenu à rendre hommage à ces 528 juifs déportés en 1942. Notre journaliste Anthony Vermus s'est rendu au monument Van Pelt à Lens où avait lieu l'hommage. Un moment de recueillement pour ne pas oublier. C'était il y a 75 ans. Le 11 septembre 1942, au petit matin, la Felt Gendarmerie lançait une rafle à Lens et dans le bassin minier. 528 juifs seront déportés ce jour-là. Ceux qui n'avaient pas la possibilité de fuir ont attendu leur destin funeste. De la place du Quentin, ils sont partis de la gare vers Malines. Malines qui était en Belgique. On les avait dépouillés. Bon, ils n'étaient pas très riches de toute façon. Ils ne savaient pas exactement où ils allaient. On leur disait qu'ils allaient dans les camps de travail. Finalement, comme vous le savez, ils sont arrivés à Auschwitz-Birkenau. Les femmes et les enfants ont été séparés des hommes et la sélection a été pratiquée, on va dire, sans état d'âme. Parmi ceux qui ont été raflés, 18 sont revenus des camps de la mort d'Auschwitz-Birkenau. Pour leur mémoire, une plaque est disposée à la gare lensoise. La synagogue de Lens, quant à elle, abrite les 528 noms de ces juifs déportés. On est très impressionné par le mur sur lequel sont inscrits les 528 juifs qui ont disparu. Non seulement ceux qui ont été pris dans la rafle, mais ceux qui ont disparu, qui ont été raflés ailleurs en France. C'est ça, 128 noms d'une communauté qui comptait à l'époque 991 personnes. C'est-à-dire plus de la moitié de la communauté juive de Lens a disparu dans la Shoah, ce qui est beaucoup plus que ce qui s'est passé en général en France. Comme partout en France, la ville de Lens a connu des souffrances qui resteront à jamais gravées dans l'histoire de la ville. L'occasion pour rappeler qu'il fait bon vivre ensemble, quelles que soient ses opinions religieuses. Le bien vivre ensemble, ça ne doit pas être qu'un slogan, c'est aussi comment au quotidien, quelle que soit sa confession religieuse, quelle que soit sa volonté de travailler en commun avec ses voisins, avec une communauté de vie qui s'appelle les citoyens lensois, même plus globalement les citoyens qui vivent sur le même territoire, comment on essaye de contribuer à ça et pas d'exacerber les haines. Et c'est un peu ça qu'il faut se rappeler aujourd'hui, que parce que les haines ont été exacerbées en 1942, certaines personnes ont été déportées uniquement pour leur appartenance religieuse. Le conseil départemental a de nombreuses missions sur le territoire, notamment celui de faire en sorte que vos enfants au collège soient bien équipés et travaillent dans de bonnes conditions. C'est pourquoi, en chaque début d'année et de cursus de l'enseignement secondaire, le département offre des calculatrices à tous les élèves de 6e du collège du Pas-de-Calais. C'est un binôme mixte que Jean-Marc Tellier et Audrey
d'Autriche, conseillers départementaux, sont allés sur leur canton d'Avion, plus exactement à Salomine, pour apporter aux nouveaux collégiens cet outil indispensable pour les mathématiques qu'est la calculatrice. Après quelques questions sur le rôle du conseil départemental et l'encouragement des élus et du chef d'établissement, M. Sénéchal, les enfants ont pu ouvrir leur matériel et commencer à l'utiliser avec leurs professeurs de mathématiques. Un investissement annuel pour contribuer à l'éducation des jeunes collégiens. Alors au niveau de l'éducation, le conseil départemental est très investi. Au niveau des collèges, ça concerne tout ce qui est équipement d'ordinateurs, de matériel informatique, des travaux qui peuvent avoir besoin d'être faits dans le collège, les réflexions, la calculatrice de ce fait, tout ce qui est accompagnement dans les projets éducatifs, la restauration. Le conseil départemental investit beaucoup dans les collèges. Mais c'est un choix. Alors ce matin on a fait le collège de Méricourt, on est venu ensuite ici sur Salomine. La semaine prochaine on fait les deux collèges d'Avion puisque sur le canton nous avons 4 collèges, 2 à Avion, 1 à Méricourt et 1 à Salomine. Donc la semaine prochaine on fait les 2 collèges d'Avion. Et on a une petite tradition avec Monsieur Tellier sur le canton, c'est de faire le tour des établissements et d'offrir une calculatrice en personne à quelques élèves. Nous, on est toujours ravis de pouvoir être présents, de pouvoir se présenter face aux élèves parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'est un conseiller départemental, ce qu'est le département. Donc on leur explique un petit peu, ça fait un petit cours sur l'éducation civique. Et puis on a toujours plaisir à venir ramener des équipements comme ça aux élèves et qu'ils puissent avoir des conditions de travail correctes. Ce mardi 12 septembre, après une réunion au ministère des Transports, l'optimisme refait surface pour les élus en charge du projet Canal Seine-Nord. En effet, à Paris, avec ses collègues à la tête des collectivités parties prenantes, le président du département du Pas-de-Calais a obtenu quelques garanties, notamment en matière de financement. Un travail en commun avec le gouvernement et de nombreux échanges avec les acteurs du projet issus du territoire devraient avoir lieu pour accélérer le processus. Les partisans ont convenu de poursuivre leurs échanges dans les tout prochains jours, en particulier concernant les financements complémentaires nécessaires pour faire aboutir le projet. Les élus liévinois, dont Laurent Duporge, le premier magistrat, ont posé cette semaine la première pierre d'un nouveau béguinage. Cette résidence des Tulipes comprendra une quarantaine de logements de type F2 et F3 qui sortiront de terre d'ici 18 mois. Laurent Duporge, maire de Liévin, et Marie-Hélène Foubé, directrice générale de SIA Habitat, nous en disent plus. Inauguration, plus exactement plutôt pose de première pierre, sur le quartier de Saint-Amé, béguinage, SIA, réalisation donc de 40 logements qui vont être destinés à des personnes à mobilité réduite et puis pour les personnes âgées. Donc un logement parfaitement adapté à ces personnes-là, dans lesquelles ils auront des conditions de vie optimales. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est de la maison individuelle qui correspond très très bien au bassin minier, qui permet aux personnes de se sentir encore chez elles autonomes, mais d'être dans un endroit sécurisé, où le lien social permet que dans leur génération, ils puissent se sentir sécurisés et rester à domicile le plus longtemps possible. Alors c'est plus qu'un partenariat avec la ville. De toute façon, la question de l'habitat, c'est une question de partenariat. Choisir le foncier, ça commence avec la ville, bien évidemment. C'est éventuellement d'autres partenaires, l'agglo, bien évidemment, hein, l'agglomération de Lens-Liévin. C'est d'autres partenaires financeurs, la Caisse des dépôts, un partenariat avec des extérieurs, le CCAS c'est encore la ville, mais des partenaires qui peuvent être des associations locales où nous allons travailler avec eux sur l'animation du quartier, le lien social. Ce sont des services à domicile, puisque le Fonds social SIA finance des actions de maintien à domicile. Alors, les choix chez SIA se font à partir d'une carte de développement, c'est-à-dire il y a de nombreuses études de marché qui sortent, quels sont les besoins d'un territoire que nous connaissons bien. Et nous savons aujourd'hui que le bassin minier dispose de nombreux logements familiaux, en particulier les cités minières, que nous sommes en train de réhabiliter, et que le grand manque, c'est les logements de petite typologie, type 2, type 3, à la fois pour des jeunes couples en accession au logement social
et des étudiants et à l'autre bout de la chaîne du parcours résidentiel, des logements destinés aux personnes âgées. C'est une ville en pleine mutation, qui est en plein redressement. Une ville qui est devenue la 4e ville du Pas-de-Calais, qui connaît à nouveau une croissance démographique, dont on voit le dynamisme économique au travers de toutes les implantations qui ont été réalisées le long du CD 58, plus de 400 emplois créés. Et puis c'est une ville qui, dans ses quartiers, dans son centre-ville, de par ses équipements, effectivement est en pleine mutation, mais on le doit bien à cette population, on le doit tout simplement aussi parfois aux difficultés que peut traverser le territoire. Et il n'y a rien de pire pour un territoire qui est en difficulté d'avoir un territoire qui est immobile, qui ne bouge pas. Quand on est en difficulté, eh bien, il faut se sortir de ces difficultés. Et pour sortir de ces difficultés, eh bien, il faut bouger, il faut innover, il faut entreprendre. Et c'est ce que j'essaye de faire tout simplement à l'échelle qui est la mienne, avec toute mon équipe municipale ici à Liévin. Et donc c'est vrai que les chantiers fleurissent ici ou là. Ça crée parfois beaucoup de désagréments. Je pense en particulier au centre-ville avec les travaux du bus à haut niveau de service. Mais là également, je dis toujours, c'est un mal pour un bien. Il faut savoir effectivement pendant un temps subir quelques désagréments pour demain bien connaître une situation meilleure qui sera signe surtout, qui sera favorable au développement, et l'on veut du développement dans ce territoire. La mission locale aide chaque année près de 9000 jeunes âgés de 16 à 25 ans et sortis du système scolaire pour leur insertion professionnelle et sociale. L'association participe également au développement du territoire à travers la reconnaissance de ces jeunes et la mise en place d'actions. Lundi dernier, les missions locales du territoire ouvraient leurs portes toute la journée pour accueillir et renseigner les jeunes en recherche d'emploi ou formation avec pour seul mot d'ordre de semer afin de récolter. 5 sites proposaient divers ateliers ouverts au public, Bully-les-Mines, Liévin, Avion, Lens et Arnes où s'est rendu Anthony Vermus. Il y a d'ailleurs rencontré le nouveau directeur général de l'association, Monsieur Rémi Pénequin. C'est l'occasion de vraiment toucher des jeunes qu'on ne touche pas peut-être d'habitude. Donc on a vraiment, ce jour-là, on met vraiment le gros paquet avec une grosse affiche, enfin une grosse campagne de presse, un gros travail effectivement de mailing pour toucher un maximum de jeunes. Aujourd'hui, ils viennent chercher une information, ils viennent éventuellement pour la première fois, donc on les reçoit directement au flux. On prend tout de suite un rendez-vous dans la semaine ou dans les 10 jours qui suivent, puisque les conseillers ont déjà pas mal de rendez-vous. Ils peuvent aussi assister à des ateliers sur l'accompagnement, des ateliers sur la garantie jeune, des ateliers sur l'international, sur l'alternance. Voilà, donc toute la journée, il y a des conseillers de différents services qui tournent et qui donnent ces informations. On retrouve toutes les offres classiques, enfin, on retrouve pas mal d'offres effectivement en transport, en logistique, en bâtiment, en industrie, en restauration. Bon voilà, les métiers dits porteurs et de temps en temps en tension. On retrouve aussi des offres, alors là c'est pas des offres d'emploi mais des offres de services civiques qui sont aussi un bon moyen une bonne première étape et une bonne première expérience qui permet d'étoffer le CV et après de trouver du boulot. Dans une démarche de projet de territoire et de dynamisme du bassin minier, Sylvain Robert, maire de Lens, entame sa rentrée, bien décidé à satisfaire sa population. À la question de la baisse des habitants, il répond par la construction de nouveaux logements déjà terminés et d'autres toujours en cours. L'arrivée dans les écoles de 50 enfants supplémentaires et le positionnement de nouveaux investisseurs hôteliers. Bus à haut niveau de service pour les transports avec la destruction prochaine de Mistigriff. Vidéosurveillance élargie, demande d'effectifs policiers supplémentaires. Le maire de Lens continue de réclamer à l'État les promesses faites avant les élections en matière de sécurité. Un programme depuis 2014 bien respecté auquel s'ajoutent d'autres bénéfices. On écoute Sylvain Robert au micro d'Anthony Vermus. On a fait un programme en 2014, on a vu qu'on a déjà engagé, réalisé plus des 2/3 de ce programme. À côté de ça, on a des initiatives nouvelles qu'on a engagées. Vous parliez de la rentrée, on n'avait pas mis dans le programme la mise en place des kits scolaires par exemple pour les gamins. Quand on voit les gamins contents de venir à l'école avant la rentrée uniquement pour venir chercher le kit, c'est déjà je ne vais pas dire une satisfaction, mais en tout cas, voilà, on se rend compte qu'on touche vraiment ce que la population semble attendre. De la même façon avec ce qu'on a pu engager avec les personnes âgées, que ce soit dans les colis de fin d'année ou dans les spectacles qu'on a aussi un peu augmenté. On voit aussi avec
les 4 000 € qu'on met par rapport aux propriétaires qui vont venir acheter sur Lens leur logement, les primo-accédants, qu'on touche aussi une population. Donc on répond là-dessus, voilà, sans faire de détour à une demande, et en tout cas peut-être au delta que certains ne pouvaient pas avoir pour dire de pouvoir concrétiser leur projet immobilier. Donc voilà, c'est pas un satisfecit complet parce qu'il nous reste encore des choses à faire, mais on se dit que quelque part on a posé les bases, qu'on essaye de les entretenir et surtout de répondre à la population. Une autre preuve, c'est le retour aux 4 jours. On est passé par un sondage grandeur nature. On essaye de prendre l'ensemble des indicateurs pour que notre politique, en tout cas ce qu'on essaye de développer sur la violence, réponde aux attentes. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on a mis en place aussi le projet éducatif et culturel qui permet de dire aux parents que votre enfant arrive en petite section de maternelle et qu'il quitte les écoles publiques en CM2, il sera passé par l'ensemble des activités culturelles proposées par la ville de Lens, du spectacle vivant au conservatoire, au Louvre. Voilà, donc c'est aussi donner de la lisibilité à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut accompagner dans l'ensemble des démarches ou des actions du quotidien de la population. À l'issue de la pose de la première pierre de la résidence des Tulipes de la ville de Liévin, a eu lieu également l'inauguration de la rue Stéphane Szczepanski en présence de sa femme, ses enfants et de ses petits-enfants. Comme l'a rappelé Laurent Duporge, maire de Liévin, cette rue qui dessert le béguinage des Tulipes porte le nom d'une personnalité qui signifiait beaucoup pour les Liévinois. Rescapé de la catastrophe du 27 décembre 1974, Stéphane Szczepanski a ensuite été conseiller municipal. En choisissant d'honorer M. Szczepanski par une rue à son nom, la municipalité rend hommage à un grand homme de Liévin, mais plus largement à la corporation minière. On écoute tout de suite la réaction de Bernard Szczepanski, fils de Stéphane. Alors, quand le secrétariat de M. Duporge nous a appelés en disant qu'une rue allait porter le nom de mon père, c'est vrai que ça nous a fait un petit pincement au cœur, dans le sens où je pense qu'il a fait pas mal de choses pour les villes de Liévin, une reconnaissance, une fierté quand même pour nous. Pourquoi choisir le nom de mon père? En fin de compte, il y a d'autres personnes, je pense, de la ville associative de Liévin, auraient pu avoir aussi l'honneur d'avoir une rue qui porte son nom, quoi, leur nom. Je ne pense pas que tout le monde puisse avoir cet honneur-là, quoi. Et je remercie aussi le conseil municipal de la ville de Liévin d'avoir choisi le nom de mon père. Après l'annonce du gouvernement de la suppression des contrats aidés, de nombreuses communes se retrouvent en difficulté. Pour régler les problèmes liés à cette annonce et pour répondre au plus près des attentes du terrain, le gouvernement a confié au préfet le soin d'étudier les situations les plus sensibles en cette période de rentrée scolaire. Il s'agit de porter une attention aux situations individuelles en dialoguant avec les collectivités concernées. Afin d'assurer le pilotage de la prescription des contrats aidés, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de mettre en place une cellule départementale de suivi des contrats aidés. Cette cellule sera chargée d'étudier de façon hebdomadaire les besoins de renouvellement de contrats aidés. Une concertation est par ailleurs établie avec le conseil départemental du Pas-de-Calais au titre des contrats prévus dans la convention annuelle d'objectifs et de moyens. Durant 3 jours, vous avez rendez-vous à la halle Bertinchamp du stade Léo-Lagrange de Lens pour un grand salon des métiers de la défense. Vous y retrouverez la police, l'armée, la gendarmerie et bien d'autres métiers découlant de ces emplois qui pourront vous informer sur les postes à pourvoir, les concours et examens à passer pour intégrer les corps de métier. Protéger les populations, aider les hommes et les femmes en France et à l'étranger, une vocation que vous pourriez peut-être avoir envie d'explorer. Ils vous attendent les 14, 15 et 16 septembre prochains à Lens. L'association Givenchy 2017, année du Canada, qui commémore cette année la bataille de la crête de Vimy, ainsi que la médiathèque, le Préau, livre de Givenchy en Goël, ont mis en place une exposition au sein de celle-ci intitulée Givenchy en Goël avant, pendant et après 14-18. Du 2 au 30 septembre, découvrez l'évolution de cette commune de 2000 habitants grâce aux panneaux proposés, mais aussi aux objets que les habitants du village ont fournis pour l'occasion. Découvrez par exemple qu'au XIIe siècle, Givenchy au Goël était appelé Givenchy in Goeria, ou encore comment l'église du village a été reconstruite par le récit d'un immigré. Cette exposition, labellisée Mission Centenaire, accueillera à l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end le club philatélique de Liévin qui présentera diverses cartes postales et timbres rares autour de la guerre 14-18.
Anthony Vermus s'est rendu à Givenchy-en-Gohelle pour y rencontrer Margot Bouchard, responsable de la médiathèque de la commune, qui vous présente cette exposition. Cette exposition, elle met en valeur notamment la vie avant la Première Guerre mondiale. On a récolté plusieurs cartes postales anciennes qu'on a mis en valeur sur des panneaux. Et puis des objets aussi que certains Givenchysois nous ont prêtés, qu'ils ont retrouvés dans leur famille ou qu'ils ont pu retrouver dans leur jardin. Parce qu'en fait, pendant 14-18, le village a été complètement ravagé par les Allemands. Et donc, on s'est retrouvé avec énormément de ruines. Et les Givenchysois, au retour de la guerre, ont reconstruit leurs maisons là où elles avaient été détruites. Et donc, il y a encore des Givenchysois aujourd'hui qui retrouvent des objets dans leur jardin. Des vieilles cruches, des poivrières, des objets qu'on peut retrouver, qui ressortent des fois de la terre. Et puis après 14-18, en fait, on a des panneaux qui présentent la vie après, puisque la mairie a changé de place, l'école a changé de place, puis la vie a repris son cours et le village s'agrandit encore aujourd'hui. Donc on a mis en avant un petit peu la démographie de la commune pour que les gens aient conscience qu'en 14-18, en fait, on a perdu la moitié de la population, donc soit qui est partie en exode ou soit qui est morte au front. Et donc du coup, on est passé de 1827 habitants à 766 habitants au retour de la guerre. Elle nous accompagne partout, en voiture, au travail, dans les spectacles ou encore à la maison. La musique occupe une place très importante dans nos vies et dans notre culture. Eh bien, figurez-vous que c'était déjà le cas dans l'Antiquité. Le Louvre-Lens en a fait la thématique de sa nouvelle exposition temporaire intitulée « Musique écho de l'Antiquité » qui est visible depuis le 13 septembre jusqu'au 15 janvier 2018. Quelle était la place de la musique dans les grandes civilisations comme l'Orient, l'Égypte, Rome ou encore la Grèce? Une plongée exceptionnelle au cœur de ces cultures. Pas moins de 8 commissaires et 400 œuvres réunies pour vous faire voyager au travers de 3000 ans d'histoire. Écoutons Sibylle Emery, une de ces commissaires de cette magnifique exposition. C'est une exposition sur les musiques et les sons de l'Antiquité qui s'ouvre au Louvre-Lens et c'est la première exposition de cette envergure sur ce sujet. Pour nous, c'était extrêmement important de faire découvrir au public que les musiques de l'Antiquité sont un sujet d'histoire et qu'il est possible, à travers les sources qui sont à notre disposition, l'iconographie, les textes, mais aussi les vestiges d'instruments de musique qui nous sont parvenus grâce à un climat exceptionnel en Égypte qui a permis leur préservation, de montrer la richesse de ce patrimoine et ce qu'il peut nous apprendre sur ces musiques du passé. Quelle est la place des musiciens dans la société, quel est leur rôle, à quel moment on a besoin d'eux pour animer un banquet du roi, pour animer des funérailles, pour animer un triomphe de la guerre. C'est tous ces aspects-là de la musique qu'on voulait montrer et c'est ces vestiges qui nous permettent d'en parler. N'hésitez pas à venir, je dirais, venez voir cette exposition parce que ça va être une des rares fois où on aura pu rassembler des œuvres qui viennent du monde entier et qui vont vous mettre vraiment à l'écoute des civilisations antiques comme vous n'avez jamais pu les aborder autrement. Oui, n'hésitez pas à aller à cette exposition qui est gratuite, je pense, pendant les journées du patrimoine. Nous vous reparlerons de cette exposition jusqu'au mois de janvier avec d'autres images. Prendre des mesures pour améliorer le traitement de la ressource en eau du territoire, développer l'agriculture périurbaine, mettre en valeur les agriculteurs locaux sont les objectifs de ces prochaines années pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, qui a déjà engagé une enveloppe de 130 000 € cette année. Mutualiser les moyens de toutes les communes et des autres intercommunalités comme Hénin-Carvin pour augmenter les commandes, par exemple dans les cantines, les hôpitaux, les écoles et revenir au circuit court et au bio pourrait être l'avenir de nos communes. Si on prend l'agglo de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay, on a 650 000 habitants dans la proximité. Et c'est pour ça que revenir à une partie de l'agriculture qui est en circuit court, c'est bon pour les agriculteurs parce que ça leur redonne des revenus, ils gagnent plus d'argent que quand ils sont dans les cultures industrielles. C'est bon pour les habitants de rediscuter avec les agriculteurs, il y a le dialogue urbain, rural. Et donc, c'est du lien social, c'est de la meilleure nourriture tant qu'à faire. Si on peut revenir à du bio, à l'os, on arrive à 80 hectares maintenant d'agriculture bio. Par contre,
il y a un problème d'adaptation de la filière. Par exemple, il faut retrouver de quoi traiter les légumes sur place. Il faut des légumeries, il faut des petits abattoirs de proximité, il faut des légumeries, il faut que les communes, on s'organise ensemble pour passer nos appels d'offres, parce que c'est pas si simple que ça de faire un marché public pour qu'un agriculteur local puisse y répondre. Et là, quelquefois, la solution de facilité, c'est de dire je vais passer une centrale d'achat, elle me commande tout, et puis j'ai qu'un seul interlocuteur. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait une politique d'agglo qui essaye d'écouter les agriculteurs leurs problèmes, d'écouter les consommateurs ce qu'ils sont prêts à faire, et nous, au milieu, d'essayer de faire coordonner tout ça. Et c'est en train de prendre, et moi je suis absolument certain que dans les 5 années qui viennent, il va y avoir une bascule des cantines massivement, les EHPAD, les foyers de personnes âgées, l'hôpital de Lens. Par exemple, je suis en train de discuter avec le directeur de l'hôpital de Lens. Est-ce que l'hôpital de Lens peut se servir dans l'agriculture locale? C'est quand même vachement intéressant. Il y a une telle demande aujourd'hui d'acheter local. Les gens, ils en ont marre, là. Les lasagnes, il s'est fait avec de la viande de cheval en Roumanie, dans la vache folle. Les scandales sur l'alimentation font que les gens veulent retrouver quelque chose dont ils comprennent qui l'a produit. C'est hyper important. Donc ça va le faire, ça va le faire. Persuadée d'un renouveau chez les consommateurs, la CAL a décidé de motiver les habitants en leur proposant de devenir eux-mêmes acteurs de cette transformation, avec notamment le dispositif Plantons le décor qui incite tout à chacun à planter, jardiner, récolter. Et après une campagne sur le net, c'est un livret Plantons le décor que vous venez ou allez recevoir dans vos boîtes aux lettres. Un outil intéressant qui vous donne des conseils, vous permet d'acheter des graines pour l'an prochain et vous aide ainsi à prendre soin de vous et de votre environnement. On écoute Dominique Robillard, vice-président de la CAL. Plantons le décor, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'espace naturel régional depuis une vingtaine d'années. Donc il y a déjà 23 intercommunalités qui participent à l'échelon régional. Et c'est vrai que nous étions les grands absents de ce dispositif. Donc on y a adhéré l'année dernière. Et c'était une première année, donc on a eu une cinquantaine de réponses de gens et d'associations, de collectivités qui étaient intéressées par ce processus. Et cette année, donc, on a voulu une reconduction. Et cette année, on a insisté un peu plus sur la com, sur la communication. Et on a fait on a travaillé avec la communauté d'agglo d'Hénin-Carvin, donc pour faire un flyer toute boîte, quoi, qui sera distribué, qui est en cours de distribution. Mais également aussi, on a pu aussi créer 2 journées de distribution, donc une sur Hénin et une sur Lanciévin, sachant que les gens d'Hénin ou de Lanciévin pourront aller sur l'un ou l'autre site retirer ce qu'ils ont commandé, c'est-à-dire des arbres fruitiers, retirer des semences, puisque c'est une volonté un peu de l'espace naturel régional de pouvoir un petit peu conserver nos paysages et conserver un petit peu aussi tous nos espèces, des espèces locales, des espèces en termes de feuillus, mais en termes de fruitiers, et aussi d'inciter les gens aussi au jardinage. Et vous verrez dans la brochure qui a été faite par l'espace naturel, qui est très bien faite, il y a des conseils un petit peu de jardinage pour justement que les gens puissent s'adonner un petit peu à cette passion qu'on souhaite retrouver et qu'on puisse avoir vraiment les légumes de notre jardin. En plus de ce petit fascicule Plantons le décor, si vous voulez tout savoir sur l'agriculture locale et avoir des conseils en direct des producteurs près de chez vous, la CAL avec l'ADEARN et la ville de Loos-en-Gohelle vous invite à la 4e fête paysanne organisée le 24 septembre prochain. Une journée de sensibilisation et de partage. On écoute Didier Findinier, président de l'ADEARN. L'idée vient des adhérents des agriculteurs de la Confédération paysanne et de l'ADEARN. À l'ADEARN, il y a aussi un réseau d'acteurs artisans, c'est-à-dire des boulangers, parce qu'on développe une filière du blé au pain à partir de variétés très anciennes. Donc, le besoin de sortir de l'isolement de nos campagnes
et puis d'aller à la rencontre des citoyens qui mangent nos produits, et puis au moins une fois par an de faire la fête, quoi, pour se réjouir un peu. Vous allez trouver 20 à 30 centres de producteurs fermiers qui transforment eux-mêmes sur leur ferme. Et puis il y a aussi une dimension conférence, c'est-à-dire transmission de savoir par des intellectuels. Il va y avoir Isabelle Soporto qui est journaliste critique de l'industrie à son compte, qui écrit des romans, et Franck Laden, qui est chef restaurateur dans les Flandres, et qui travaille beaucoup avec les paysans autour de chez lui. Donc il y aura aussi une dimension festive pour les enfants, avec jeux autour de paille, il y aura du théâtre récréatif, il y aura du théâtre plus engagé, le théâtre de l'opprimé, avec une participation des citoyens, des gens qui seront autour, quoi, qui pourront exprimer aussi leur point de vue. On a envie que cette agriculture recrée de l'emploi, et recrée du lien social, et recrée de la joie. Donc, du coup, il faut absolument s'inscrire dans un cahier des charges plus contraignant, c'est-à-dire au plus proche possible de l'agriculture biologique pour respecter le sol, respecter la santé. Hein, c'est la base. Mais on veut aller plus loin que le cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est-à-dire faire en sorte que l'État favorise l'installation sur des petites structures, que les aides qui sont distribuées soient distribuées à l'avenir à l'emploi et non plus aux hectares comme c'est le cas actuellement. Donc aller se montrer, c'est au moyen aussi de faire émerger un discours qui soit beaucoup plus solidaire et créer le rapport de force quelque part pour que ça se mette en place dans les temps qui viennent. Haute en couleurs sera la nouvelle saison culturelle avyonnaise. Des artistes régionaux ou nationaux de talent seront sur les planches de la salle Louis Aragon pour vous faire vivre en famille ou entre amis des moments exceptionnels et savoureusement riches en culture. Et qu'elle soit théâtrale ou musicale, légère ou grave, cette culture avyonnaise s'offre à différentes générations d'avyonnais pour les aider à trouver leur chemin dans cette grisaille sociale qui obscurcit bien souvent nos horizons. Grande nouveauté cette année, les jeunes de 16 à 19 ans pourront profiter des spectacles et du cinéma municipal pour un tarif unique de 2 € grâce au Pass Culture. Une saison, c'est toujours un peu particulier parce que voilà, c'est toujours une nouveauté, hein, parce que c'est jamais les mêmes spectacles, etc. Mais elle aura un goût particulier cette année parce que ça fait 20 ans que ce lieu a été créé. Il a été inauguré le 26 septembre 1997. Le but dans l'offre culturelle, c'est faire que les gens, ils se réunissent, ils se rassemblent et ils passent des moments un peu de détente, de plaisir pour évacuer justement peut-être les contraintes de la semaine ou les difficultés qu'on peut traverser à un moment ou à un autre de la vie. C'est surtout ça, c'est une des vertus de la culture qui est importante. À chaque fois, il faut que les gens, il faut les intéresser, les attirer. Donc de la diversité, mais aussi, parce que nous, on y tient beaucoup, de l'engagement, dans les contenus, hein, évidemment. Ah oui, et là, je vois en feuilletant la plaquette, il ne faut pas que j'oublie les 2 événements majeurs de cette saison, quand même. Alors, dans la saison, les rendez-vous qu'on a créés, qui nous semblent importants, il y aura le retour ici. Elle était venue il y a quelques années avec un spectacle qui s'appelait L'Arbre Brut, c'est Corinne Maziro, qui réussit pas mal depuis quelques années au cinéma et à la télé. Donc, elle revient ici avec un spectacle un peu plus difficile dans son contenu, mais fort intéressant. Un spectacle qui s'appelle Adolpha, sur la Première Guerre mondiale, avec le fameux spectacle Putain de guerre, le dernier assaut, parce qu'il y a dedans Tardy, le dessinateur, et la chanteuse Dominique Grange. Et je vois là qu'il y a aussi en même temps le département qui installera son exposition au jardin public, avec des très belles photos sur le front et l'arrière. Il y aura ensuite le retour ici de Simon Fache, qu'on a accueilli l'année dernière, aussi dans le cadre du Festival de l'Humour, où il a interprété son spectacle avec l'Harmonie municipale. Et là, il va se confronter à un autre pianiste, ce qu'on appelle une battle humoristique. Et les utopistes, Franck Lepage en ouverture. La journée avec les associations militantes. Il y aura également, parce qu'on a eu un beau succès aussi avec en spectacle d'humour,
avec un artiste qui émanait un peu de la mouvance un peu de Jamel Debbouze, qui a fait le Festival du Rire à Marrakech. Donc on invite une autre artiste qui fait la même chose, on l'a vu récemment à Marrakech, c'est Nadia Rose. Et ça, ce sera à la mi-février l'année prochaine. Et en clôture aussi ce nouveau spectacle sur mai 68, parce que ça fera 50 ans l'année prochaine. Et ça, il faut que les gens le sachent. Et n'oublie pas ces rendez-vous. Et on a oublié de parler de l'ouverture de saison. C'est quand même incroyable, alors que c'est vachement important. C'est le lancement où les gens découvrent un peu tous ensemble le contenu de cette saison, avec une soirée évidemment humoristique et festive. Donc à 19h, il y aura Gendarme de Saint-Omer, et à 20h30, le groupe lillois Les Trois Coups. Bien évidemment, comme chaque année, c'est gratuit, mais c'est l'auberge espagnole, donc chacun amène de quoi boire et grignoter, et chacun ira se servir pendant la partie musicale, de quoi passer un bon moment. Voilà, donc venez nombreux. Vous avez donc de quoi faire ce week-end sur le territoire. Si vous avez le temps, n'hésitez pas entre deux massages de vous rendre au spectacle Avionné. Je vous dis ça car c'est l'heure de notre invitée. Elle va nous présenter le salon du bien-être qui aura lieu à Loison-sous-Lens et qui va certainement vous détendre et vous masser pendant tout le week-end. Madame Toulouse, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour Valérie. Alors vous êtes maire adjointe à la mairie de Loison-sous-Lens. Vous êtes en charge de quel service? Je suis en charge de la santé, de la prévention, de la bienveillance et de la politique de la ville. Alors vous êtes là aujourd'hui sur le plateau de Télégoël pour nous présenter le salon du bien-être qui aura lieu ce week-end. Voilà, alors c'est le 3e salon de la santé et du bien-être qui a lieu à Loison-sous-Lens, donc le 16 et 17 septembre, donc ce week-end, de 10h à 18h. Et on invite évidemment nos loisonnais, mais toutes les communes de la Cale, parce que la santé, c'est l'affaire de tout le monde. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est qu'un salon du bien-être. Alors cette année, nous avons un thème, un fil rouge, qui est l'hygiène de vie. Et nous avons 3 pôles, un pôle bien-être, un pôle sport et un pôle santé, où on pourra faire de la prévention également, des dépistages. Donc ce salon du bien-être, il y a des exposants bien sûr. Combien vous avez d'exposants cette année? On a cette année 60 exposants, donc on augmente tout doucement. On a démarré à 250 visiteurs, l'année dernière à plus de 750 et cette année on espère tenir le challenge de plus de 1000. Quel type d'exposants on peut retrouver sur le salon? Alors des exposants de produits bio pour le bien-être, de l'aromathérapie, des exposants qui ont des produits du bien-être pour la manger, bien sûr beaucoup de massages, alors massage cuir chevelu, massage du corps, massage des mains, réflexologie plantaire. Beaucoup de stands aussi, du dépistage du stress, beaucoup de sophrologues. Voilà, en gros, alors il y a aussi bien sûr hypnothérapeute, bien sûr, mais de la santé, pas pour faire comme Arthur. C'est vraiment pour la santé. Donc c'est pour soulager des maux, oui, soulager des phobies aussi. Je oui, sais bien parfois sûr, les hypnothérapeutes, j'espère un jour pouvoir faire un reportage d'ailleurs sur quelqu'un dans le médical qui puisse nous aider sur cette chose. Il y a aussi du Reiki, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le Reiki? Oui, alors c'est une méthode de massage dans une position avec une chaise particulière, une position particulière et qui consiste aussi à détendre au maximum tout le corps des personnes. Et en particulier la nuque, etc., où il y a beaucoup toutes les tensions pour les gens qui sont très stressés.
Donc ça s'adresse à qui ce salon? Aux jeunes, aux moins jeunes, aux ceux qui travaillent? Ça s'adresse vraiment à tout le monde, puisque les 2 années précédentes, on a fait un petit questionnaire et on s'est aperçu qu'on avait autant de jeunes que de moins jeunes, qu'on avait beaucoup de loisonnés, mais encore plus de gens de l'extérieur. Donc vraiment, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il faut savoir que tout est gratuit. Donc on peut y trouver son bonheur, y découvrir des méthodes qui vont pouvoir aider les gens. Et je pense qu'il faut savoir aussi que la commune de Loison, suite à tout ça, offre 2 fois par mois des séances de sophrologie gratuites pour nos loisonnés. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui attire les gens dans ce genre de salon? Alors, je pense que la santé devient quand même une priorité, parce que si vous n'avez pas la santé, c'est difficile d'aller travailler, c'est difficile d'être heureux. Donc, et pour aussi avoir la santé, il faut avoir aussi le loisir. Donc, voilà, et le sport. Donc, on met tout ça en commun. Et on espère, en tout cas, on voit que sur notre commune, on avance tout doucement, mais on avance et je pense que c'est important de faire savoir. L'année dernière, sur le salon aussi, grâce au dépistage, on a pu quand même découvrir 7 personnes avec des risques cardiovasculaires qui ont pu aller se faire traiter, c'est pas rien. Ah oui. Et pas mal de diabétiques, je crois que c'était 14 personnes diabétiques qui s'ignoraient, donc on avance, on avance. Il y a aussi des associations sportives qui participent au salon, des associations loisonnaises ou d'ailleurs? Voilà, on a ouvert à toutes nos associations loisonnaises et ensuite aux associations extérieures, toutes les associations, que ce soit de sport, que ce soit de loisirs. Donc on a aussi pour la 3e année une jeune loisonnaise qui va inaugurer le salon de la santé avec la danse orientale. Et c'est aussi un attrait pour notre commune. On a les danses de salon aussi. Voilà. Donc on n'est pas que dans des choses tristes, on est vraiment dans du bonheur et vraiment, j'insiste, tout est gratuit. On a aussi, sur les 2 jours, le comité départemental du roller qui fait des initiations. L'année dernière, on avait ouvert aux enfants. Cette année, on ouvre aux enfants et aux parents, en sachant que l'équipement, etc., tout est fourni et tout est gratuit, j'insiste. Donc, on peut venir en famille? On peut venir en famille et voilà, oui, bien sûr. On peut venir avec les enfants, il y aura des activités pour les enfants. Voilà. Il y a également des conférences également? Il y a des conférences. On a aussi un gros partenariat avec la commune de Arnes depuis, donc pour la 3e année et où ils vont offrir de la soupe avec les légumes des jardins qu'ils cultivent et aussi des smoothies. Et j'insiste toujours, tout est gratuit. Donc c'est idéal pour passer un bon week-end. On peut y rester 2 jours. Alors, en fait. on peut y rester 2 jours. Vous avez de quoi nous faire dormir. Voilà. Alors, je voudrais dire que d'ailleurs, l'année dernière, on a des personnes qui ont été là les 2 jours de 10h à 18h pour tout essayer. Voilà. Donc, vraiment, c'est un vrai bonheur. Vous serez bien accueillis. Le groupe de parole de la ville de Loison est sur le salon et accueille tout le monde. Et j'assiste aussi, il y a un très beau séjour, un week-end pour 2 à gagner en thalassothérapie au Touquet. Donc 2 jours, mais ça peut continuer encore après puisqu'il y a un séjour à gagner d'1 semaine. Voilà, et ce séjour est offert par la caisse locale du Crédit Agricole de Lens. Vous avez de nombreux partenaires, je crois, pour ce salon? Alors, de nombreux partenaires, oui, effectivement. Donc, le centre hospitalier, où beaucoup de personnel du centre hospitalier intervient bénévolement. On a les CPAM de l'Artois, on a Opaline 62, qui sont nos partenaires depuis toujours. On a la Croix-Rouge, on a, je ne sais plus, parce qu'effectivement, on a beaucoup de partenaires. Donc, ah oui, les pharmaciens de notre commune. On a évidemment l'Aglo, on a notre commune. On a l'IRFO aussi, c'est l'Institut régional de la forme, qui interviendra avec des diététiciennes le dimanche.
Alors, on va rappeler les dates et les horaires. Le 16 et 17 septembre, samedi et dimanche, de 10h à 18h. Et soyez nombreux, vous serez les bienvenus et on va vous chouchouter. Alors, vous l'avez entendu, vous avez besoin d'un bon massage, vous avez besoin de vous détendre, vous êtes stressé. N'hésitez pas à aller au salon les 15 et 16 septembre. Non, 16 et 17. Les 16 et 17 septembre, pardon, de 10h à 18h. Vous serez très bien accueillis. Merci. Et nous, on se dit à l'année prochaine pour la 4e édition. Voilà, merci Valérie. Alors, notre JT n'aurait pas le même dynamisme et la même forme sans lui. On retrouve tout de suite notre ami Fred Peter pour sa rubrique sport. Bonjour Fred, comment vas-tu? Bonjour Valérie, bonjour Alors, Nathalie, ça va très bien et vous? Alors, il paraît que c'était ton anniversaire cette semaine. Oui, c'était mon anniversaire. Alors, on te souhaite oui. un bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors, on commence ce JT Sport avec le Racing Club de Lens. Et oui Valérie, après une défaite samedi dernier face à Lorient au stade Bollaert d'Eleulis face à Lorient, donc 3-2, le Racing Club de Lens enchaînera 2 matchs en 3 jours, un déplacement chez le voisin Valenciennes et la réception de Quevilly-Rouen. Le derby contre le VAFC, c'est ce vendredi à 20h au stade du Hainaut. Eric Sicora convoquera un groupe de 18 joueurs dont ne feront pas partie Souleymane Diarra suspendu, Djiman Koukou, Thomas Efestion et Clément Chantôme blessés. Mais l'entraîneur lensois pourra compter sur le retour de blessure du buteur, l'Espagnol Christian Lopez, auteur de 2 buts cette saison. Les 100 et or ont absolument besoin de points. Après 6 défaites en 6 journées, la situation est alarmante. Les statistiques ne parlent pas en faveur du Racing. 60% des équipes qui ont démarré le championnat avec 6 défaites ne se sont pas maintenues en Ligue 2. Un déclic sera donc attendu de la part des supporters pour lancer cette saison. Hier matin, Eric Sicora et Kevin Fortuné ont répondu aux questions des journalistes et ils ont notamment répondu aux questions d'Anthony Vermus. Personnellement, j'ai confiance en mes coéquipiers, je sais qu'on va remonter la pente. Après, si on arrive à créer la surprise à la fin de la saison, vous allez vous-même nous dire quelle remontée. Donc moi, j'espère déjà qu'on gagnera déjà ce week-end et après, on verra plus tard. Mais pour l'instant, il n'y a pas de regarder pour la montée. La montée, c'est mort ou quoi. Non, déjà, c'est cette première victoire qu'il nous faut et après, on verra par la suite. Nîmes, l'année dernière, ils n'étaient pas moins 8 au départ. Et ils ont failli accrocher les barrages. Donc aujourd'hui... les stats forcément, mais bon, quand tu regardes les points, t'es pas non plus. Les mecs sont pas à 12 points, t'as Quevilly qui a 2 points, t'es pas encore sorti de la zone des relégables, mais au-dessus, c'est pas très loin non plus. Donc aujourd'hui, moi je suis pas dans cette optique-là. Les stats, elles existent, à nous de les faire mentir, mais encore une fois, dans une saison, c'est vrai que tu pars avec 6 défaites, c'est vrai que c'est la première fois que je pense que ça arrive, mais il reste des points. Après, quand tu rentres sur le terrain. Tu dois de tout donner pendant 90 minutes. Après, cette notion de derby, aujourd'hui, même si, comme tu le dis, il y a moins de joueurs issus de la région, c'est plus la même chose que nous, on a pu connaître par le passé, mais cette notion, elle existe toujours. Aujourd'hui, on est obligé d'aller stopper cette spirale et puis de repartir de l'avant. Donc aujourd'hui, que ce soit Valenciennes ou notre équipe, sincèrement, aujourd'hui, pour moi, peu importe, quoi. On connaît tous l'importance d'un derby, donc on va aller là-bas pour jouer et gagner ce derby, parce qu'un derby, ça se gagne, quoi. Ça se joue pas, ça se gagne. Donc peu importe la manière ou la façon dont on peut gagner ce match, faut aller pour gagner. Le territoire, ce n'est pas que le RC Lens, il y avait également le 3e tour de la Coupe de France. Pour certains, c'est passé, pour d'autres, ça a cassé. Dans le camp des victorieux Avion, Billy Montigny qui s'est débarrassé de Wagny après prolongation, le Sangoël qui a battu Bouvigny-Boyeffle. Ça passe également pour Fouquier-les-Lens, Grenay, Liévin-Diana, Noyelles-sous-Lens et Vimy. Du côté des équipes qui passent à la trappe, eh bien Aix-Noulette qui a été éliminé par Drocourt, l'USO Lens, le FC Hauts de Lens et Vingles quittent également la compétition. C'est la reprise des Carabiniers de Billy Montigny. Oui, ce sera le début d'une nouvelle saison du côté de la salle Othello Troni. Ça commence donc ce samedi. Les Rouges et Blancs, emmenés par un nouvel entraîneur, tenteront de tirer leur épingle du jeu cette saison. Et pour la première journée de N2, Billy Montigny reçoit Compiègne à partir de 20h30, donc ce sera ce samedi. On reste sur les parquets, mais on descend les paniers de basket. Oui, Valérie, ce sera également la reprise pour le basket club liévinois. Le 5 majeur du BCL reçoit Bruay-la-Buissière dans le cadre de la première journée
du championnat de National 3. Cette saison, Liévin sera dans la même poule que Dourges, également dans la même poule que la réserve de Lille ou encore de Lambersart. En tout cas, Liévin-Bruay-la-Bussière, c'est ce samedi à 20h30 à la Halle des Sports Jules Vézilier de Liévin, évidemment. Alors merci Fred. À la semaine prochaine pour de nouvelles infos sportives. Je compte sur toi. Oui, bien sûr. Bon. On signe le contrat pendant la coupure pub. D'accord, on va faire ça. Alors Nathalie, je crois qu'avant de terminer ce JT, tu vas nous parler des journées du patrimoine à la place de Nelly. Oui, effectivement. Ce week-end auront lieu les journées du patrimoine. Savez-vous en quoi cela consiste ? Eh bien, en fait, vous avez accès à toutes les activités et les lieux culturels de toute la France et notamment sur votre bassin minier gratuitement. Vous pourrez entre autres visiter les sites de Lens, Liévin, Bully, Grenay, Arnes, Los, Angoël, Ablain-Saint-Nazaire, Villers-au-Bois, Annay-sous-Lens. Beaucoup d'églises seront ouvertes également au public. Les musées comme le Louvre, la Maison de la Mémoire de Liévin, le musée de la mine à Arnes, les lieux historiques comme les grands bureaux des mines de Lens, la brasserie Castelin à Bénifontaine, Notre-Dame de Lorette, le musée Lens 14-18, la cité 10 de Los-Angoël, des visites guidées, des animations, des ateliers, des spectacles, des lieux art déco, bref, une tonne d'activités à faire seul ou en famille, dont vous retrouverez la liste sur le site de l'Office de tourisme de Lens-Liévin pour ne pas vous ennuyer tout ce week-end. Merci Nathalie, on risque de vraiment pas s'ennuyer entre les journées du patrimoine, le salon du bien-être, l'exposition Georges Rousse également qui démarre ce week-end, l'exposition musique et antiquité du Louvre-Lens. Vraiment, si on s'ennuie sur le bassin minier, c'est que vraiment on ne va rien faire, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Ce week-end, rendez-vous donc dans les différentes expositions du territoire et les spectacles, ainsi que le salon du bien-être de Loison-sous-Lens. On s'y croisera peut-être. Merci pour votre fidélité. Merci Nathalie, merci Fred et toute l'équipe de Télégoël. Rendez-vous sur Facebook et sur YouTube. À la semaine prochaine sur Télégoël.